Bonjour et bienvenue dans le port de Satikos, et bienvenue à bord du Musashi. Alors, le Musashi, tout un poème, le Musashi. Cuirassé premium, japonais, de rang 9, idée de sister ship du célébrissime Yamato, qui est le cuirassé de rang 10. Donc, forcément, vous vous doutez bien que ce n'est pas un Yamato à 100%. Néanmoins, il en a les caractéristiques, c'est son sister ship, et par bien des points, il lui est semblable. Alors, le Musashi d'abord. Le nom. Le nom, c'est celui d'une ancienne province japonaise, qui était située, comme vous pouvez le remarquer sur la carte, donc à l'est, à l'est de Tokyo et de Kyoto d'ailleurs. Ce navire, la conception de ce navire a été décidée au début des années 30, lorsque les ultranationalistes japonais ont pris le pouvoir et qu'ils ont commencé à caresser l'idée de créer un immense empire du Japon, partant d'une partie de la Chine et allant jusqu'à Midway. C'était un empire essentiellement maritime, il fallait donc une flotte de conséquence. En fait, pour être un peu plus précis encore, la conception du Yamato, qui est le tête de la classe, et donc du Musashi par définition, remonte aux années 34. Et de 34 à 36, 24 plans ont été proposés pour ces navires. Et finalement, après modification, ce n'est qu'en mars 37 qu'on va se décider sur des plans particuliers, définitifs, et on se décide donc pour la construction d'un cuirassé de 68 000 tonnes. Le Japon quittant en 1934 le traité de Washington et le retrait de la conférence du désarmement naval en 1936, les connaissances occidentales concernant la force japonaise ont commencé à devenir très parcellaires. Rajoutez à cela que les Japonais, avec leur culte du secret, vont effectivement développer la classe Yamato dans le plus grand secret. Et c'est ainsi que, par exemple, pour donner un exemple, les canons ne seront jamais officiellement appelés que des canons de 40 cm, tout simplement, afin de cacher la vraie puissance du canon de 460, qui était, je le rappelle, le plus gros canon jamais monté à bord d'un navire. Et les autorités civiles japonaises ne furent même pas autorisées et ne furent même pas au courant de ce qui se passait et de la mise en service de ce navire. Le budget de Yamato et du Musashi sera d'ailleurs divisé et réparti sur plusieurs projets afin que personne ne puisse remonter et ne puisse faire le lien. Pour vous donner un exemple, les tubes que l'on voit ici, les tubes des fameux canons, puisque c'est quand même l'une des marques de fabrique du Yamato du Musashi, chaque tube mesurait 21 mètres 13 et pesait 147 tonnes. Alors, il pouvait envoyer effectivement des obus HEAP, mais ça, c'est rien d'exceptionnel, mais il pouvait les envoyer à 42 km. Et à une cadence de tir, on va dire d'un coup et demi à 2 coups par minute. En fait, cette classe de navire a été conçue pour surclasser tout navire susceptible d'être construit aux États-Unis. Pourquoi? Parce d'abord, le choix du 460 mm a été évidemment fait, pas par hasard. Bon, il y avait le culte, bien sûr, d'être le plus gros, le plus puissant, mais il y avait aussi le fait que les Américains n'avaient de chantier naval qu'à sur la côte Est. Et ils ne pouvaient donc pas construire de navires plus gros que des navires qui portaient du 406 mm parce que ça nécessitait des navires beaucoup plus imposants, beaucoup plus larges, qui ne pouvaient pas passer le canal de Panama. Donc, le choix du 460 mm était effectivement un choix raisonné et pas si idiot que ça. Par contre, parmi les défauts du Yamato, il y avait sa consommation carburant. La consommation des deux, d'ailleurs, du Yamato et du Musashi, elle pouvait atteindre 70 tonnes de carburant par heure à pleine vitesse.
70 tonnes par heure. Or, on connaît tous les raisons qui ont poussé le Japon à entrer en guerre, entre autres les problèmes d'approvisionnement de pétrole. Et ces problèmes furent récurrents dès le départ de la guerre, puisque dès l'attaque de Pearl Harbor, on a senti que le Japon aurait des problèmes d'approvisionnement de pétrole et aurait du mal à maintenir une grosse cadence de mouvement de ses troupes. Ce qui fait que, durant la bataille par exemple de Guadalcanal, la consommation de la flotte atteignait 10 000 tonnes par jour. Alors que les réserves de carburant, à la base de Kure par exemple, n'étaient que de 65 000 tonnes. En conséquence, ni Yamato ni Musashi ne bougeront de leur base et ne seront utilisés, par exemple pendant la bataille des îles Salomon ou dans les engagements mineurs, tout simplement parce que ça revenait beaucoup trop cher. Tout à l'heure, je vous ai dit que le Yamato et le Musashi étaient les deux plus gros cuirassés japonais et mondiaux qui avaient jamais été construits, c'est vrai, mais il faut bien penser qu'il y en avait à la base 5 qui étaient prévus. Donc, effectivement, Yamato Musashi qui, eux, vont être construits. Mais ensuite, il y en avait un troisième qui a été mis en chantier, le Shinano, qui lui sera reconverti en porte-avions. Et deux autres, qui étaient connus sous le nom de navire numéro 111, alors qu'il était commencé à être construit au tiers, il sera annulé. Le cinquième ne sera jamais construit, il ne sera jamais entamé. Ceci dit, il faut quand même faire une petite digression, et ça c'est intéressant, parce qu'il y a ce fameux mythe qu'on entend, cette fameuse rumeur, dont on parle de temps en temps, même sur le jeu, la construction des plans d'un super Yamato. Est-ce que ça a eu vraiment lieu? Eh bien la réponse est oui. Les Japonais, dès la mise en place du Yamato et du Musashi, ont commencé à plancher sur les constructions d'un super Yamato qui devait s'inspirer grandement du Yamato, bien sûr. Alors c'était des plans qui ont été construits et qui ont été commencés à être étudiés dès les années 40 sous le nom de projet A150. Malgré les objections des aviateurs qui auraient préféré la construction de beaucoup plus de porte-avions, on va quand même travailler sur ce projet A150. On les appellera les navires de guerre. Alors il y avait deux navires qui étaient prévus, le navire numéro 178 et le navire 179, qui ne seront jamais évidemment, ils vont rester qu'à l'état de projet, ils ne seront jamais baptisés. Mais le projet, surtout dont on est sûr, c'est que le projet sera complété et définitivement ficelé que dans les années 41. Le souci, c'est que le travail sur le cuirassé était très long, l'approvisionnement en fer était très important et les Japonais vont surseoir à ce projet. Ensuite, la perte de la bataille de Midway par les forces japonaises fera qu'on abandonnera définitivement ce projet et on préférera la construction et serait attaqué à la construction de porte-avions de manière un peu plus intense. Néanmoins, tout ce qu'on savait, c'est que ces cuirassés étaient bien sûr les plus puissants du monde, grâce à une artillerie qui était prévue d'être de 510 mm. Imaginez un tout petit peu, imaginez des canons de 510 mm dans le jeu. Hein, il était aussi prévu qu'ils aient une défense aérienne assez puissante. Ils étaient semblables, d'après ce que l'on sait, mais tous les plans ont été absolument détruits. D'après ce que l'on sait, ils étaient très semblables au blueprint du Yamato et du Musashi, sauf que, bon, ils avaient des canons, effectivement, de 510 mm, des tourelles doubles, 3 tourelles doubles, et un armement secondaire de 24 canons de 100 mm, qui était semblable aux canons utilisés pour le destroyer Akizuki. Le déplacement devait être plus grand que celui du Yamato, le blindage latéral devait être de 46 cm sensiblement. Alors, revenons au Yamato. C'est assez curieux parce que ces navires vont être construits dans le plus grand secret et les Américains n'ont jamais l'idée, les services secrets américains n'auront jamais idée de ce qui se passe sous leur nez. En fait, ils avaient connaissance, effectivement, de l'existence de navires secrets, d'un projet secret qui s'appelait Yamato et Musashi, mais ils étaient persuadés que les données qu'ils obtenaient étaient fortement exagérées pour les impressionner.
Alors, en fait, ils avaient tout faux. Ils pensaient que le déplacement était de 40 à 57 000 tonnes, alors qu'il était de 69 000 tonnes. Et à la fin, pensaient qu'à la fin du mois de juillet 45, c'est-à-dire 4 mois après le naufrage du Yamato, ils pensaient que toujours que l'armement du Yamato était composé de 41, comment dirais-je, l'armement principal était composé de canons de 41 cm, alors que c'était des canons de 460. Il faudra un certain nombre d'ouvrages et la découverte de certains plans pour revenir, pour qu'ils aient enfin conscience de la réalité, et c'était vraiment le navire le plus puissant du monde. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre D'ailleurs, même après le naufrage, on pensait effectivement qu'il faisait 45 000 tonnes et que les classes Montana qui avaient été prévues pour le résister n'avaient pas la même capacité et ne pouvaient pas, clairement pas lui être opposées. Ça, c'est clair. Alors, en 1937, les officiers de la base de Nagasaki vont recevoir l'ordre de se préparer pour la construction d'un navire. Ce sont les améliorations des rampes de lancement qui avaient permis, sur cette base de Nagasaki, qui avaient permis de choisir, entre autres, cette base pour la construction de, comment dirais-je, du Yamato. Tanko Musashi lui-même. Alors lui, le problème, si vous voulez, c'est que là, je tourne un petit peu en rond parce que les histoires du Yamato Musashi, je l'ai un petit peu esquissées, et sont assez parcellaires. En effet, ces navires pratiquement ne bougeaient pas à cause de leur consommation, du fait qu'ils étaient aussi très précieux à la flotte japonaise, qu'ils ne voulaient pas risquer de les perdre sur une attaque malheureuse. Néanmoins, ils vont quand même être embarqués dans des opérations militaires, mais elles seront choisies au compte-gouttes. Et d'une certaine manière, Yamato et Musashi vont subir un petit peu le complexe Tirpitz, c'est-à-dire un super navire extrêmement puissant, mais qui sera obligé de rester au port et qui fera peser une menace, mais une menace latente, jamais tout à fait réelle. Néanmoins, le Musashi va quand même quitter le port pour aller au lagon de Truk, pour devenir le navire amiral de l'amiral Yamamoto. Et en 1943, effectivement, il revient au Japon en portant les cendres de l'amiral mort. En 1944, il est torpillé par un submersible, le Tony, l'USS Tony, qui va, avec cette torpille, créer un trou béant de 6 mètres à peu près dans la coque. Et il va retourner au port pour des opérations de réparation. À cet moment-là, on va effectivement, alors je vais changer le plan parce que on va lui rajouter des antillaires. Alors là, j'attire votre attention sur une chose extrêmement précise. Voyez les antillaires et voyez les secondaires du Musashi. C'est l'une des grosses différences avec le Yamato. Si je sélectionne le Yamato, mais alors ça, je ne l'ai pas à mon port. Donc il va falloir que vous gardiez bien en tête ce que vous venez de voir. Et voilà le Yamato sous vos yeux. Et vous voyez que la différence, voilà, la différence est assez considérable en ce qui concerne les secondaires et les entières du Yamato par rapport à celle du Musashi. On va refaire le tour de magie, mais de cette fois dans l'autre sens, quand vous l'ayez bien en tête et que vous l'ayez, voilà. Donc ça, c'est une des grosses différences, c'est ce qui explique que le Musashi est tier 9, rang 9, plutôt que rang 10. On revient donc à l'historique du Musashi. Il va effectivement, donc comme je l'ai dit, en raison de la menace des sous-marins américains, Yamato Musashi vont passer le plus clair de leur temps dans les ports, mais ils vont participer à la bataille du golfe de Leyte, et c'est d'ailleurs au cours de cette bataille que le Musashi va être attaqué par des appareils américains de la 3e flotte, et il coulera il coulera le 24 octobre 1944, atteint par 17 bombes, je dis bien 17 bombes, et 19 torpilles. Il lui a fallu 19 torpilles et 17 bombes pour en venir à bout. Il emportera avec lui 1000 hommes de ces 2900 hommes d'équipage, puisqu'il y avait 2900 hommes d'équipage. Voilà pour l'histoire du Musashi. Elle est assez courte. Je suis resté volontairement
branché sur tout ce qui était l'aspect, comment dirais-je, espionnage contre espionnage et rumeurs, etc. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. L'histoire du Musashi est très très courte. Malheureusement, je vous dis, c'est un peu le même principe que le Tirpitz, le complexe du Tirpitz, que j'ai appelé le complexe du Tirpitz. Alors, on a vu très vaguement la différence entre Yamato Musashi sur un plan purement technique sur le jeu. Maintenant, on va voir le Musashi. Alors, il y a avant de regarder ça, on va regarder quand même les capacités du Musashi. En termes de vitesse maximale, le Musashi fait 27 nœuds. Alors là, il est stock. Vous voyez que j'ai mis aucune amélioration sur mon navire. Je l'ai acheté, je l'ai mis au port et il prend la poussière. Parce que pour l'instant, je ne suis pas certain de savoir m'en servir. Son rayon de courbe de giration est de 900 mètres. Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Par contre, en termes de dissimulation, 17,5. C'est correct. Le souci avec le Musashi, c'est sa défense AA, qui est assez moyenne comparée, on a vu, au Yamato, et même comparée, je pense, à l'Izumo, mais là, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le dire. Je pense que le problème du Musashi, et c'est pour ça qu'il est désespérément tier 9, c'est qu'on a un petit défaut en termes de défense aérienne. Il faudra qu'on regarde, que je regarde ça de près. J'avoue que ça, je ne saurais être précis sur ce point-là. On va passer en bataille. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison de faire durer le plaisir. Alors, je vous l'ai dit, le Musashi, je l'ai dans mon port. Vous voyez, 0 point d'XP. Si vous regardez là-haut, je n'ai pas encore livré une seule bataille avec. Donc, vous pensez bien que la bataille que je vais vous proposer n'est pas de moi. Elle est de Namis Arcade, le chef vénéré du clan, Adebel. Et on va le voir en action avec un Musashi qu'il maîtrise plutôt bien. On va s'en apercevoir. Je vous en souhaite une bonne lecture. Hein, et prenez vos cacahuètes, vos chips. Et en avant pour une bataille avec le Musashi. Que la bataille commence. Bien, nous sommes bien partis dans cette bataille sur une map, la map piège. Le piège en question étant la plupart du temps le point B. Nous sommes à bord du Musashi de l'amiral Sarkad. Il est en division avec Polon et son Friedrich der Grosse et le commandant Falco et son Izumo. D'une certaine manière, c'est une nouveauté pour les trois, parce que les trois pilotes n'ont pas le navire depuis très longtemps, chacun le sien. Je ne sais pas si au moment où cette bataille commence, ils ont plus de 10 batailles chacun avec leur navire, hein, c'est vous dire. Alors, le Musashi, pour l'instant, ils sont en train d'établir la tactique. Finalement, visiblement, Starkad n'ira pas sur A, comme c'était son propos au début. Merci mille fois. On va regarder. Polon semble à son tour changer de ligne et se met plutôt à être à vouloir tanker. Concentrez le tir sur la cible désignée. Ouais, ça c'est le coup de klaxon. On n'a pas entendu rire du Père Noël, donc ça s'est fait après la mise à jour, cette bataille. La première mise à jour après Noël. Finalement, Polon s'en va. Voilà. Falco, pareil. Cible repérée à cette position. Et le Baltimore, visiblement, va recevoir quelques présents de la team. Ah, il fait un peu troller par la précision de son cuirassé. Ouais, si j'en juge par les deux premiers tirs, la précision n'est pas le point fort du Musashi. À 15 km. Oups, ben ouch. Alors,
il n'aura pas eu de chance sur ses tirs. Voilà, fin d'Izumo. C'est Falco qui l'a eu. Voilà qui est assez complet. Vu qu'il n'a pas une précision, sa précision ne lui a pas fait de cadeau jusqu'à présent. Se rabattre sur un Kagero. Donc là, il se fait tirer à la hache par un impertinent qui n'est pas le Hyper. Probablement un destroyer. Il a éteint tout de suite son incendie. Alors ça, il a éteint tout de suite son incendie parce qu'il s'est dit, je vais passer derrière l'île, j'ai largement le temps de recharger mon soin. Il ne s'attendait pas à recevoir d'autres dégâts, et d'ailleurs il semble avoir raison. Notre équipe a pris l'avantage. Le Hyper risque d'avoir des surprises. Pas grand chose à craindre. Mais il s'est refait un incendie. Il n'y a plus que 49 secondes à attendre. C'est pas bien grave. Ouh, elle va faire mal celle-là. Boum. Voilà. En même temps, le Hyper, se mettre de flanc devant Yamato ou son cousin, enfin son frère, c'est pas très malin. Ouais, qui calme les ardeurs. Alors, Falco un kill, Sarkad un kill, le porte-avions, la Kiriryu un kill, le Kiev un kill, déjà 4 kills. Il se va. Alors, il n'a pas encore affronté le Montana ou la Iowa. On va voir ce que ça vaut. S'il les affronte, parce que je suis dans les conditions directes à ne pas prendre au sérieux. Visiblement, il a décidé d'interdire l'accès de la base de ce côté-ci. Et en plus, il peut tirer par-dessus l'île. C'est super. Bonne cloche. Alors le Montana est pas facile à choper de cette manière. Et la précision à nouveau. Les tirs ne sont pas hyper groupés. Ils sont intéressants quand un navire est de flanc apparemment. Bon, c'était un tir très très compliqué. On ne peut pas lui en tenir rigueur. Il a fait un overpen. 34 000 de dégâts, une seule salve qui a porté, sur des 5 ou 6 qu'il a tiré. Après, bon, on est en bataille de tier list, donc... bataille de tier list, c'est une guerre de position, hein. On n'est pas dans le... Alors, ils sont en train de grignoter, l'équipe rouge est en train de grignoter son retard. Plus que 4-3 en termes de meurtre, enfin de mort. Par contre, les verts ont 2 capes et les rouges n'ont rien du tout. Là, c'est plus embêtant. Voilà le porte-avions. Est-ce qu'il va s'attaquer aux entières du Musashi? C'est pas la pression. Par contre, là, le Hindenburg... Waouh, 2 citadelles sur le Hindenburg. Il a doublé, 2 fois de salve à 35 000 quasiment. On comprend pourquoi c'est pas trop grave de rater les premières salves. 70 000, encore une salve comme ça, et il rentabilise sa game, enfin il fait ses 90 000 de dégâts, quoi. C'est beau. Hindenburg, il n'a pas forcément apprécié la plaisanterie. Ah, 5 marmottes de tuer. Et un cap défendu. Bon, bah, voilà quoi.
Les marmottes sont mortes, ne sont pas mortes pour rien. Alors, voyons, on a que Falco sur son Izumo qui s'est fait tuer. Aurait-il été YOLO face à toute la team ennemie? Le Frédéric Dergrosse de Polon n'est pas mieux loti en ce moment. Il est un peu focus sur tout le monde. Sarkad est intelligemment resté derrière Sizine. Personne ne l'a vu. Il n'y a pas tort en plus. Crunch, non. Ah, 8000. Parce que un premium, le Musashi est sorti depuis pas longtemps. Les rares sont ceux encore qui peuvent le sortir. C'est le genre de navire qui se fait focus tout de suite. Hein. Alors il sort le Hindenburg ou il ne sort pas. Bom 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 bom. C'est Polon qui n'avait pas eu son kill encore. Comment dirais-je, à la secondaire, bravo. Ouais, comme ça, chaque membre des clans a eu sa victime sur son tableau de chasse. Alors il y a les Izumo là à sortir. Non, ça va bien pour l'instant, hein, en termes de... Pour l'instant, les premiers dégâts vraiment qu'il prend, depuis un petit moment en tout cas. Et il continue d'interdire le cap C maintenant. Continue. Alors voyons un Missouri de flanc qui est bizarrement... Ça a bizarrement tourné ses tourelles, le Missouri. J'ai l'impression. Boum. Bon, il y a 89 000. Il est tout près d'appliquer le théorème de Sarkad. Le tiers faut 10 000. Va-t-il oser s'attaquer à toute la flotte, tout ce qu'il en reste? Là, il risque d'avoir un petit peu... On doit avoir un petit peu de boulot. Non, bizarrement, le Musashi a aussi tourné sur elle dans l'autre sens. Ah non, il s'apprête... Ah, il est passé à la chute. C'est intéressant. La victoire est à notre portée. Le Musashi, ça s'explique, hein, le Musashi est de face. Bon, mais pas d'incendie cette fois. Un petit 5000. Il est pas loin des 100K maintenant. Après une partie qui a commencé mollement. Pour lui en tout cas. Alors ils sont tous les deux sur le Musashi. Polon et lui. Là il met son Musashi de profil. De face, pardon, de profil. De profil, façon Dunkerque, mais il vient de se faire enlever 14 000 sur une simple salle. Le museau du Musashi est fragile. Intéressant, c'est bon à savoir. En même temps, j'ai pas de temps de cuirasser de tiers de ça, donc je suis pas prêt d'expérimenter, moi. Moi, je suis plutôt joueur de croiseur. Alors, le nez du Musashi avec un croiseur, je ne sais pas s'il l'abîmerait beaucoup. Polon continue à prendre des dégâts, mais ils font face ensemble maintenant. Il est repassé à la paix. Parce qu'il a vu que le Musashi a pris ses torpilles et tourné légèrement pour éviter. Plom. Oh. Cuirassé ennemi coulé. Bravo. C'est quand même le deuxième kill qu'il fait. Il aurait pu se faire le Hindenburg. Il aurait pu faire un troisième kill. Là, tous les deux, autant dire que l'anti-air va faire... Ça fait très mal. Le Montana est encore un poil de profil. Il a beau sangler. C'est peut-être un peu... Petit à petit, l'équipe ennemie a réussi à revenir. Bon, ils n'ont plus que 50 points. Hein. Le prochain
Navire tué, c'est fini, hein, la partie est terminée. Ils auront roulé un petit peu dessus. Le Midway essaie de finir Polon, qui a moins de vie, mais enfin bon, Frédéric Grosso a bien remonté sa barre de points de vie. Donc, les 2000 de plus, on est à 106 000. Ça, je vous l'ai dit, hein, ils encaissent tout le choc hein, maintenant. Le reste de l'équipe est un petit peu éparpillé ailleurs. Bah, c'est pas difficile, hein, ils sont 7. Avec le porte-avions, on voit pas le porte-avions sur la minimap, mais on voit où sont les 6 autres, hein, clairement. Bah si on le voit, mais il est derrière son île, bien planqué. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas tirer sur l'Ibuki? Il temporise, il regarde où sont les autres. Voilà, fin de la bataille. Bravo. De retour au port. De retour au port, donc, pour... D'abord, regardez. Les écrans de bataille. Alors, merci encore une fois Starcade pour m'avoir fourni ce replay. Donc, 9521, bon, Starcade est un compte premium. 3101 d'XP brut, ça c'est plutôt sympa. Une frappe dévaste, la distinction frappe dévaste. 108 000 de dégâts. Ça commence à devenir potable hein, pour un tiers 9. En termes de score d'équipe, il finit premier, assez nettement. Enfin non, assez nettement. Assez peu devant le Kiev, qui a fait le café apparemment. Je regarde, la résistance a quand même été assez sauvage, au moins pour 2 navires en face, Montana Midway, qui ont bien joué le jeu. Le Midway était excellent en termes de porte-avions, ce qui est d'autant plus curieux qu'il a relativement épargné le Musashi. Tant mieux pour lui. En termes de dégâts, il a tanké 527 400, c'est pas énorme. Il faut peut-être le mettre sur le compte de sa prudence pendant la première moitié de la bataille, où non seulement il était caché derrière une île, il s'était mis en propos de protéger l'accès à la base par le sud, alors que l'essentiel de la bataille se passait au nord. Donc quand il a rejoint les adversaires, évidemment, il n'avait pas à ce moment-là tanké grand-chose. 108 000 de dégâts avec sa batterie principale, 101 000 en perforant, donc à la paix, en explosif 7 000 seulement. Voilà, le commandant aura eu 18 000 points d'XP de plus, ben c'est bien, c'est très très bien. Alors, que dire? Bien sûr, on ne va pas tirer de conclusion particulière sur Musashi après le visionnage d'une seule bataille, surtout que cela a été relativement atypique, dans la mesure où, effectivement, Starcade a été très prudent pendant la première moitié de la bataille, et ensuite s'est jeté dans la bataille où il a fait basculer un petit peu pour son intervention. Donc on va pas tirer de conclusion trop sur cette bataille, il y a quand même 2-3 petites choses à dire. Pour avoir parlé avec des streamers qui l'ont testé, le Musashi est très correct en termes de puissance de feu. Il reste quand même un navire extrêmement correct. Son gros défaut, évidemment, c'est le défaut inhérent aux Japonais, aux cuirassés japonais. Tout d'abord, et on l'a vu avec la bataille de Starcade, sa précision, qui est assez infâme, souvent trollé par la précision. Il est assez rare que vous mettiez 9, voire même 6 au but, avec un Musashi, et quand vous le faites, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un croiseur allemand qui n'a pas trop aimé. Le deuxième défaut, bien sûr, mais ça s'explique assez facilement, les secondaires, on n'est pas du tout au niveau du Yamato. En fait, le Yamato, d'une certaine manière, c'est la configuration dans le jeu, à la configuration qu'il aura après la destruction du Musashi dans la réalité. Quand il est parti s'améliorer, et il ne restait plus que lui, comme super cuirassé, donc forcément. Donc le Musashi, c'est un petit peu le Yamato de la première évolution, avant la bataille de Leyte. Dernière petite précision, comme le Yamato il aime pas trop les incendies, coque en bois oblige je présume,
il est assez fragile de flanc. La Starcade ne l'a pas démontré. Ça en est bien gardé d'ailleurs. Yamato est un des cuirassés qui prend le plus facilement des citadelles, même de croiseurs. Donc il faut faire très attention lorsqu'on est avec un Yamato et un Musashi, forcément. Pour le reste, ça reste malgré tout un cuirassé tout à fait respectable qui peut faire très mal. Néanmoins, j'aurais tendance à penser que, je sais pas, j'ai pas encore joué le Musashi, mais quelque chose me dit que je préférerais quand même jouer avec mon Missouri qu'avec le Musashi. Mais bon, ça c'est purement subjectif chez moi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle montrait un navire un petit peu atypique que tout le monde peut obtenir à condition d'économiser suffisamment d'XP libre pour l'acheter. C'est 750 000 de mémoire, plus un petit crédit de plus. Pour un crédit à ce moment-là, si vous avez l'XP libre, pour un crédit de plus, vous avez le Musashi. Donc allez-y, faites des économies en XP libre. Le Musashi est disponible dans l'arbre technologique. J'espère que vous avez apprécié. Moi, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Enfin, si vous le voulez bien.